ça serait top, mais en fait, c'est une Gemara compliquée. Enfin, donc, j'y vais. En tous les cas, on s'est arrêté au milieu, en fait, de la question la dernière fois. Donc, je vais simplement essayer de répéter à l'oral la question. Et voilà, ça veut dire, voilà. En fait, voilà. Donc la question, ça veut dire, en réalité, donc, le safek qu'on avait, ça veut dire, la Gemara, elle est dans un doute, à savoir, est-ce que le Yehoud, ça veut dire quand quelqu'un, donc, il achète une esclave juive et que finalement, il utilise l'option mariage, est-ce que ce Yehoud, donc, quand il lui dit, Areat, Meyouedet, lui, Bekesef, Miknatir, ou peu importe, quand il dit que tu sois Meyouedet à moi par l'argent par lequel j'ai utilisé pour l'achat, ça, on va voir selon un avis, on va voir que c'est différents avis, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, qu'il fait le Yehoud en disant que tu sois Meyouedet à moi. Donc, est-ce que ça fait la Nisouin ou ça fait que le Kiddushin? C'était ça la marloquette, c'était ça le Safek. Et la Gemara avait dit il y avait trois différences, trois choses. S'il pouvait hériter, si jamais, parce que est-ce qu'il héritait sa femme si elle mourait, si jamais, Shalom, si jamais en fait, voilà, il pouvait, ça, il aller au cimetière, ça c'était Cohen, et si jamais il pouvait annuler ses vœux, je crois. Voilà. Ouais, exactement. Donc, voilà. Donc ça, c'était les trois trucs. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle était venue apporter une preuve. Alors, c'était quoi la preuve? Donc, il y avait une discussion, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait une discussion en réalité parmi les Tanaïm, à savoir du fait qu'en fait, la Torah, quand elle parle de la vente d'une esclave juive, en fait, elle parle en fait de la ça veut dire, elle dit qu'en fait, il doit y avoir une option mariage. Et donc, l'idée, c'est de savoir, en fait, à savoir, est-ce que si donc quelqu'un pourrait vendre à des proches de sa famille ou l'option mariage, elle ne serait pas possible puisqu'ils sont proches. Et c'était une marloquette dans la Braïta entre les Tanaïm. Mais la Gemara avait dit, mais tout le monde est d'accord, en tous les cas, qu'on peut vendre une veuve à un Kohen Gadol. Ça veut dire une veuve à un Kohen Gadol. Et que ça ne serait pas un problème. Bien qu'en réalité, un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve, comme c'est un interdit, on va dire bénin, c'est pas un interdit où il y a karet. Donc en fait, tout le monde est d'accord en réalité, et c'est surtout ça ce qu'il faut retenir, qu'un esclave, qu'en fait, on pourrait vendre, un père, il pourrait vendre sa fille en tant qu'esclave, en tant que veuve, un Kohen Gadol. Alors, le problème de cette histoire, c'est de savoir voilà, comment est-ce qu'il peut y avoir une veuve qui est vendue en tant qu'esclave. Pourquoi? Parce qu'a priori, donc. C'est-à-dire qu'elle était mariée, ouais. Bah, elle a été mariée. Donc il y a un problème, puisqu'on sait déjà que tu vois, on ne peut pas vendre. Voilà, en tout cas, selon Rabbi Akiva et selon la majorité des auteurs de la Mishnah, en réalité, on ne peut pas vendre une femme en tant qu'esclave après qu'elle ait été mariée. Donc, grosso modo, pour aller très vite, tu vois, la Gemara, en fait, elle va dire oui, en fait, c'est possible que dans le cas de Yehoud. C'est-à-dire que ça veut dire que dans le cas de Yehoud, il y a une opinion qui pense qu'en réalité, ce n'est pas l'argent de la vente qui fait le Yehoud, c'est le reste du travail que doit travailler pour le maître qui fait le Yehoud. C'est avec cette valeur qu'elle est Mitkadeshet. Et donc, je trouve que ce n'est pas le père qui aurait reçu l'argent des Kiddushin, mais en fait, c'est la fille qui a reçu l'argent des Kiddushin. Et donc, ça serait comme si la Torah elle avait donné à la fille la possibilité de se marier elle-même. Et comme en fait, ce n'est pas le père qui l'aurait mariée, c'est la fille qui se serait mariée elle-même. Donc, dans ce cas-là, si elle est veuve, en fait, le père, il pourrait la marier, il pourrait la vendre en tant qu'esclave, puisque ce n'est pas lui qui l'aurait mariée au début, c'est elle-même qui se serait mariée elle-même avec l'argent que le maître lui donnait. Et donc, l'interdit, en fait, de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir donnée en mariage, c'est uniquement si le père, il a donné en mariage. Et si jamais la fille, elle s'est mariée elle-même, ce qui est le cas de Yehoud, donc le père, il pourrait la vendre en tant qu'esclave après le Yehoud. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Donc, ça serait ça le cas où on pourrait trouver une veuve qui pourrait être vendue en tant qu'esclave à un Kohen Gadol. D'accord? Ok. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et sur ça, donc, on fait une preuve. Donc, la Gemara dit comme ça. Si tu dis que Yehoud, ça fait que les Ivoussin, donc ça fait que des Kiddushin, donc on comprend que le père, il aurait encore un droit de vendre sa fille après. Mais si jamais on pense que le Yehoud, ça fait comme des Nisouin, ça fait un vrai mariage, donc ça finalise le mariage. Donc en fait, le père, normalement, après les Nisouin de sa fille, il devrait perdre tous les droits qu'il a sur sa fille. Et à part le problème qu'on n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, voilà, le père, il a perdu ses droits après les Nisouin. Ça n'existe pas ce cas, en fait. Ouais. Voilà, donc, voilà, donc mais du fait que justement la Braïta, elle envisage ce cas, elle admet que le cas de vendre sa fille en tant une veuve à un Kohen Gadol, ça peut exister. Donc c'est une preuve que le Yehoud, ça fait que les Yehoussi n'est pas le Nisouin. Donc ça c'est la preuve où est-ce qu'on était arrivé la semaine dernière. Maintenant, tu vois, donc maintenant ici le problème de cette marque qui va venir maintenant, qui est compliqué, c'est parce qu'en fait, si tu vois, elle va tergiverser.
Ça veut dire qu'en fait, elle va dire oui, non, et en fait, voilà quoi, ça va tergiverser. Donc, voilà. Mais voilà, en tout cas, donc, pour l'instant, donc, on va commencer, là, on va lire la réfutation de cette preuve. D'accord? L'essai de réfutation de cette preuve. OK. Donc, OK. Donc, l'agma, donc, je disais, tu vois, la OK, on est à Vélamai. Normalement, on est donc 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 8 lignes avant la fin de la page. Et le dernier mot de la 8e ligne avant la fin de la page, qui est V et là. OK. Et à partir de V et là, donc, en fait, on est dans la réfutation, dans un essai de réfutation de cette preuve. Donc, l'agma, elle dit comme ça, Vélamai. Et simplement quoi? Ça veut dire, voilà, simplement quoi? Donc là, tu veux dire quoi? Iwusinosa. Donc toi, tu dis en fait, c'est la fin de la preuve ou c'est le début de la réputation. Ça veut dire, toi, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, que le Yehud, ça fait que les fiançailles, ça fait que les Iwusim. Alors, l'agma, elle va dire comme ça, elle va argumenter, elle va dire comme ça. Elle dit, Veshavin, il y a marqué quoi? Veshavin chez Mocha. Tout le monde est d'accord qu'on peut vendre, sous-entendu, une veuve à un Kohen Gadol. D'accord? Alors, il dit, mais pourquoi? Ha, en adam mocher et bito. N'est-ce pas qu'un homme, il ne peut pas vendre sa fille, les shifrut acharishut, pour l'esclavage après l'avoir mariée? Or, si jamais donc on parle d'une veuve à un Kohen Gadol, elle a été mariée avant. Alors, qu'est-ce que toi tu as répondu? Tu as répondu, oui, mais là c'est Yehoud, c'est pas le père qui l'a mariée, c'est elle qui s'est mariée elle-même. D'accord? C'est ce que l'Agma, elle va dire. L'Agma, elle dit comme ça, elle dit, et là, Maï, simplement quoi? Maï tlecha le memar, pardon. Et là, simplement Maï tlecha le memar. Qu'est-ce que tu dois dire? Shane Roussine, Dida, c'est différent quand elle s'est fiancée elle-même, où donc là, le père, il aurait le droit de la revendre en tant qu'esclave si elle s'est elle-même mariée. Mais Roussine d'Avia, des fiançailles qui auraient été faites par son père. C'est-à-dire que si son père, lui, l'a mariée, il ne peut pas la revendre en tant qu'esclave après. Mais si elle-même, elle s'est mariée en faisant Yehoud, selon toi, le père, il pourrait la revendre après, puisqu'il n'y a eu que des roussines. D'accord? C'est comme ça que ça s'explique. Pour l'instant, on n'a rien rajouté. C'est pas compris qui change, parce que dans les deux cas, c'est des roussines. Ouais. Pour l'instant, tu vois, l'agma, elle a fait que répéter, tu vois, ce que l'autre, il avait dit. Tu vois, ça veut dire, elle a fait que répéter, tu vois, ça veut dire ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, l'agma, elle va dire comme ça, elle va dire, donc j'avance, tu vois, donc maintenant, l'agma, elle va dire, en partant de ça, elle dit, elle dit quoi? Elle dit, et la maille, donc tu es obligé de dire, donc je reprends à partir de 2, 4, 5e ligne, tu vois, donc 5e ligne avant la fin, commence par le mot et là. Et là, maï, simplement, qu'est-ce que tu as à dire? Et là, seulement maï, quoi, il y a pour toi les mêmes à dire. Ça veut dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a pour toi à dire? Shane Roussin Dida, c'est différent si jamais elle s'est fiancée elle-même, où là, le père, il aurait le droit de la marier, de la vendre, pardon, il aurait le droit de la vendre en tant qu'esclave après. Ah, ok. Mais Roussin Davia, que si jamais c'est son père qui l'a mariée, ou à ce moment-là, le père, il n'aurait pas le droit de la revendre en tant qu'esclave après. Donc maintenant, ça commence la réfutation, c'est là, ça veut dire l'argument réel, c'est afil ou théma. Donc de la même manière, afil ou théma, même si tu dis nisouin, ça, que le Yehud, ça finaliserait le mariage et ça ferait vraiment nisouin, tu pourrais dire la même distinction en disant Shane nisouin dida, c'est différent des nisouin qui sont faits par elles-mêmes. C'est-à-dire que dans le cas de Yehud, même si jamais Yehud, ça fait des nisouin, c'est des nisouin qu'elle-même, elle a fait. Et donc, ça n'enlèverait pas la possibilité au père de la vendre après, tu comprends? Mais nisouin de avia, du mariage qui serait fait par son père. Ça voudrait dire, tu vois ce que l'agma, elle veut dire par là, elle veut dire comme ça, elle veut dire tout ce que la Torah, elle a dit, qu'une fois que la fille, elle a été mariée avec des nisouin, le père, il a perdu ses droits, c'est uniquement quand c'est lui qui l'a mariée. Mais si jamais, en fait, c'est elle qui s'est mariée, le père, il n'aurait pas perdu ses droits après les nisouin. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait trouver un cas d'une veuve qui est mariée qui est vendue à Kohen Gadol. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, même si le Yehud, ça fait les Nisouin, qui te dit, de la même manière que tu es obligé de dire que bien que normalement, un homme, il ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, ici, c'est différent parce que c'est elle-même qui s'est mariée. De la même manière que tu dis ça, hein, tu devrais dire le même argument en disant que, tu pourrais dire le même argument en disant que, quand est-ce que la Torah, elle a dit que le père, il a perdu ses droits sur sa fille après le Nisouin, quand elle s'est mariée, c'est uniquement quand le mariage, il a été fait par le père lui-même. Mais si jamais c'est elle-même qui s'est mariée et qu'ensuite elle est devenue veuve, le père, il n'a pas perdu ses droits sur elle. Et donc, il pourrait aussi la revendre en tant qu'esclave. Même si jamais, en fait, ça fait des Nisouin. C'est ça ce que la Gemara veut dire maintenant. Ah, elle veut dire que. Elle ne serait pas sortie du domaine du père parce qu'elle serait mariée elle-même.
Voilà, exact. Même si ça fait les Nisouin. C'est ça ce que la Gemara veut dire. Je veux dire ça. Tu vois, c'est une question bizarre. Tu vois, ça veut dire. Mais la Gemara, tout de suite, elle va réfuter cet argument. Non, parce que ce que je comprends, ce que je peux comprendre, les deux, parce qu'on pourrait comprendre autre chose. Et tu ne veux pas. Mais ça ne marche pas, en fait, dans le. Si tu veux pas, quand Rabbi Akiva dit qu'il ne peut pas la marier après l'avoir. La vendre en contrat après l'avoir mariée, ben, si elle ne se marie pas, si c'est elle qui se marie elle-même et pas son père qui l'a mariée, alors à ce moment-là, ça fait tomber le. C'est ça qui empêche de faire tomber la clause de Rabbi Akiva, quoi. Je sais pas, c'est. Ouais, ça veut dire, ouais, ça veut dire, mais lui veut dire que de la même manière que ça fait tomber la clause de Rabbi Akiva, qui dit que normalement, tu vois, ça veut dire que tu ne peux pas la vendre en tant que, après l'avoir mariée. Ouais. Il dit, cette halakha ne s'applique pas parce qu'elle s'est mariée elle-même. Alors, Dieu aussi que ce que la Torah, elle dit en réalité que le père lui perd ses droits après les nisouïs de sa fille, c'est uniquement si lui l'a mariée, mais si elle s'est mariée elle-même, ça ne s'applique pas. Ouais. Et donc, il aurait le droit ensuite, après ça, de la revendre. Tu vois, il n'aurait pas perdu ses droits sur elle. C'est ça ce que l'Agmara veut dire. Tu vois, c'est ça la question d'Agmara. Tu vois, c'est la réfutation, l'essai de réfutation d'Agmara. Donc, toujours, je pourrais te dire que peut-être Yehoud, ça fait les nisouïs, mais c'est pas pour ça que le père, il aurait perdu ses droits. Tu vois, ça serait comme celle qui s'est mariée. Donc, même si Yehoud, ça fait les nisouïs, le père, il n'a pas perdu les droits après les nisouïs de Yehoud. Et donc, c'est pour ça qu'il pourrait la revendre. OK? C'est clair, ça? C'est clair? Ouais. Il y a des sources là-dessus? Non, on a. Non, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je dis que l'Agmara tergiverse, parce que l'Agmara va réfuter ça on the spot, tu vois. Parce que tu vois, parce qu'en fait, c'est clair que c'est pas la même chose, tu vois, ça veut dire, c'est clair que c'est pas la même chose. On va voir pourquoi c'est pas la même chose. De toute façon, l'Agmara, elle va le dire, et il y a Rashi, il y a tout sur ça, voilà, tu vois, donc voilà, we'll have all things, tu vois. Donc, ok, mais tu vois, donc l'Agmara, elle va réfuter ça. Elle va dire non, elle dit, c'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est pas la même chose, c'est notre histoire. Donc, en tous les cas, donc maintenant on est à Haïmaï, on est 2 lignes avant la fin, et donc c'est la réfutation de la réfutation. N'ayez pas peur, après ça s'arrête. Il n'y a pas des étapes après. Tu vois, ça veut dire. Donc elle dit Haïmaï, ça veut dire Haïmaï, ça veut dire quoi? Tu vois, Haï, quoi, Maï, quoi? Haï, c'est une exclamation, on va dire, c'est un onomatopée, et Maï, quoi? Ça veut dire Haï, quoi? Voilà. Bishlama et Houssine, ça veut dire, je comprends que les Houssine, Shane, je comprends qu'on peut faire une distinction entre des fiançailles et des fiançailles. C'est-à-dire qu'on peut faire une distinction entre les fiançailles qui sont faites par la fille ou par. Et la nisouine, mais d'un mariage à un autre mariage, Michane, est-ce qu'on peut faire une différence? Ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire une distinction entre les nisouines qui ont lieu par le père ou qui ont lieu par la fille elle-même. Alors, tu vois, l'Agma, elle le dit comme ça et elle n'explique pas pourquoi. Tu vois, elle dit ça, c'est un statement. Tu vois. Ouais, ça semble logique. Ouais, ça semble logique. Alors, qu'est-ce que ça serait la différence? Tu vois, c'est pour ça, c'est là où il y a Rashi, etc. Parce que dans le... Ouais. Parce que... Tu vois, on va dire, si tu veux, moi, je peux dire un des trucs. Il y a une notion dans les aussi de Kinyan. Ils vendent qu'il y a une renonciation à quelque chose, alors que en fait, les Nisouin, comment elles se font par Bia. Donc, il n'y a pas de bien. Sur certains Nisouin, il n'y a pas de bien. C'est parce que Youd, c'est que le mec, il n'a pas fait de bien. Mais tu vois, c'est vrai. Maintenant, ça veut dire ce que tu pourrais dire. Kavana, il n'a pas le père. Parce que tu vois, moi, ce que j'aurais dit, tu vois, je ne sais pas si c'est la manière la plus simple de dire, je le dis quand même, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, Rachid, c'est ça, ils vont parler. Mais moi, ce que j'aurais dit, c'est comme ça. J'aurais dit, en fait, tu vois, les Nisouin, c'est-à-dire la Torah, elle a dit, tu vois, qu'après, dans la paracha des vœux, tout ça, le fait que le père, il perd son droit sur sa fille après les Nisouin, on apprend la paracha des vœux. Tu vois que, on a vu que le père, il peut annuler les vœux de sa fille. Tant qu'elle est fiancée, il peut les annuler avec le fiancé. Une fois qu'elle est mariée, il perd tous ses droits. Et après, et si elle divorce aussi, et tout ça, si elle devient veuve aussi, le père, il n'a plus les droits, en fait, d'annuler les vœux de sa fille. C'est là où est-ce qu'on apprend la source, tu vois. Et de là, on dit de la même manière que le père, il a perdu en fait, le droit d'annuler les vœux de sa fille après ses nisouin, il a perdu tous les droits de la vendre, tout ça, tout ce que tu veux. Et donc, tu peux dire comme ça, la chose que tu pourrais dire, c'est comme ça, c'est de dire, en fait, voilà, les nisouin, c'est une réalité. Ça veut dire, voilà, elle a été mariée. On te dit une fois qu'il y a eu des nisouin, peu importe comment les nisouin sont arrivés. En fait, une fois elle s'est mariée, le père, il a perdu ses droits sur elle. Tu vois, il n'y a pas lieu de faire une distinction de comment elle s'est mariée, qui c'est qui l'a mariée, tu vois.
Par contre, quand on parle sur l'interdit, parce que c'est une réalité, tu vois, ça veut dire, voilà, ta fille, elle s'est mariée, c'est fini, tu vois, maintenant, elle fait sa vie et shalom, tu vois. Et maintenant, quand on parle, tu vois, sur l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après, tu vois, qu'on l'a mariée, on peut faire une distinction en disant que ça, c'est pas une perte de droit, tu vois, puisqu'en fait, il n'y a eu que des Hiroussines, donc elle n'est pas vraiment sortie de son domaine ni rien. Mais donc, en fait, c'est simplement un interdit que la Torah, elle met sur le père en disant, toi, tu n'as pas le droit, en fait, de la vendre après que tu l'as mariée. Mais tu peux dire, voilà, là, tu peux faire une distinction en disant, oui, ok, ça, c'est moi qui l'ai mariée. Mais si elle s'est mariée elle-même, peut-être que je peux la vendre, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, l'un, si tu veux, c'est le résultant d'un état. Si tu veux, moi, c'est comme ça que j'aurais dit. L'un, c'est la résultante d'un état. Ça veut dire, voilà, elle s'est mariée, elle est sortie de son domaine. Et donc, en fait, c'est pas, tu vois, c'est une situation légale, on va dire. C'est un résultant d'un état, d'une situation qui s'est passée, voilà, d'une chose qui est arrivée, tu vois. Et donc, ça, tu peux dire encore, on s'en fout comment c'est arrivé, puisque maintenant, voilà, elle a été mariée, elle est divorcée, ou elle a été mariée, maintenant elle est veuve. Et on sait que, tu vois, elle rentre dans le domaine du père, tu vois, peu importe comment est-ce qu'elle s'est mariée, tu vois. Mais tu vois, parce que tu vois, ça serait la résultante, tu vois, d'un statut légal. Alors que quand on dit que le père, il n'a pas le droit de vendre sa fille après, tu vois, l'avoir mariée, tu peux dire, ouais, ok, ça, c'est pas un statut, c'est pas qu'elle est sortie de son domaine. La preuve, c'est qu'il peut toujours annuler ses vœux, etc. C'est simplement que la Torah, elle a mis un interdit, tu vois, sur l'action du père, qui n'a pas le droit de faire ça. Mais tu vois, donc, il peut dire, on peut faire une distinction en disant, oui, c'est interdit, et si jamais le père, il a marié. Si jamais c'est pas lui qui l'a marié, c'est elle qui s'est mariée, il n'y a pas d'interdit pour lui de la vendre en tant qu'esclave. Tu vois, c'est comme ça que moi, j'aurais vu la distinction, tu vois, ça veut dire la réponse de l'Agmara. Ouais. Tu vois, c'est le fait que dans la médecine, le père, il a encore un mot à dire, quoi. Voilà, c'est ça, puisqu'on voit que en ce qui concerne les vœux, tu vois, si ça fait que des Hiroussines, tu comprends la différence qu'il y a entre l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, c'est que c'est un interdit sur la personne. Tu vois, ce qu'on appelle dans la langue dans le jargon, c'est si tu veux, si tu veux, dans la lacha, si tu veux, dans le jargon, dans la langue doute, si tu veux, il y a toujours on fait toujours une distinction entre des lois qui découlent d'un État et des lois qui simplement qui interdisent une action. Tu vois, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, un exemple, tu vois, je laisse pas réfléchir, tu vois, ça veut dire, tu vois, par exemple, une seconde, laisse-moi essayer de dire ça, tu vois, par exemple, tu vois, tu vois, ça veut dire, on va dire, un katan, un mineur, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'une mitzvah, de la Torah, tu vois, ça ne peut pas devenir chaliar tibour, par exemple, pour rendre les gens de la création. Tu vois, c'est pas un interdit que le katan il a. Ça veut dire même s'il y aurait un interdit maintenant pour le katan, pour le mineur ou pour le tibour, pour un mineur qui est tibour, cet interdit en fait, simplement il découle d'un état de fait, tu vois. Il découle d'un statut légal que le katan il est considéré comme non majeur, quoi, comme non responsable. Donc en fait, à cause de ça, il y a un interdit pour le tibour de le mettre comme chaliar tibour. Mais c'est pas que il y a un interdit, tu vois, ça veut dire l'interdit. Tu ne voleras pas. Voilà, c'est tu vois différent de tu ne voleras pas, où en fait là, tu vois, c'est un interdit sur la personne que toi, tu ne dois pas voler. Voilà. Et donc, en fait, tu comprends, donc, quand on parle, tu vois, en fait, du fait que le père, il perd ses droits sur sa fille après qu'elle a été mariée, a priori, c'est un statut légal. Ça veut dire, voilà, elle a été mariée, elle a divorcé, il y a eu des nisouines, elle a divorcé, elle est devenue veuve. La Torah, elle t'a dit dans la paracha des vœux que le père, il a perdu ses droits sur elle. Donc, c'est pas quelque chose, tu vois, c'est un fait, tu vois, c'est une halakha, si tu veux, c'est un statut légal. Donc, a priori, il n'y a pas de lieu. Sur lui. Comment? Il est sur qui? Sur elle ou sur lui? C'est sur son état à elle ou sur son état à lui? Oui, parce que une fois qu'elle est mariée, elle a sorti du domaine de son père. Une fois qu'il y a eu des nisouines, elle fait sur son état à elle. Voilà, c'est tout. Tu vois, donc maintenant, on s'en fout. Après ça, tu vois, qui c'est qui l'a mariée, comment elle s'est mariée. Tu comprends? Ça veut dire parce qu'une fois qu'elle a été mariée et qu'il y a eu des nisouines, c'est le fait qu'elle est mariée qui l'a sorti du domaine du père. C'est pas le mariage, tu comprends? C'est pas l'action du mariage qui l'a sorti du domaine du père. C'est le fait qu'elle est mariée. Donc, une fois que c'est comme ça, donc tu vois, on s'en fout comment elle a été mariée. Si c'est elle qui s'est mariée, c'est le père qui l'a mariée. Si c'est un tu vois, ça veut dire à la fin, tu vois, elle a été mariée. C'est Nisouine. Si on dit que les Youth, ça fait Nisouine, elle a été mariée. Elle est sortie du domaine du père. Il n'y a pas lieu de faire une distinction de qui c'est et comment qu'il a marié, puisque, en fait, quoi qu'il arrive, le résultat est le même. Et c'est le résultat qui l'a fait sortir du domaine du père. Alors ça, c'est dans le cas de Nisouine, tu vois, du mariage, etc. Et quand on parle maintenant sur l'interdit du père de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, tu vois.
C'est pas, en fait, c'est pas le statut du fait qu'elle a été mariée avant qui fait que le père, il a interdit de la vendre en tant qu'esclave. C'est simplement, c'est un interdit sur le père. C'est comme tu ne vas pas voler, c'est comme tu ne vas pas tuer. Ça veut dire le père, il a pas le droit, tu vois, c'est un interdit que la Torah a mis sur le père de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Mais cet interdit ne découle pas du statut de la fille qu'elle était mariée avant. Tu comprends? Parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a eu des. Quand il y avait les roussines, par exemple, elle n'est pas sortie du domaine du père, et malgré tout, le père, il n'a pas le droit de la vendre en tant qu'esclave, tu vois, selon Rabbi Akiva, etc. Donc, en fait, comme c'est un interdit sur la personne, c'est-à-dire sur le père, comme tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc, en fait, il y a lieu de faire une distinction entre qui c'est qu'il a marié au début, tu vois, en disant tout ce que la Torah elle a interdit au père de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, c'est uniquement si lui l'a mariée. Et si jamais elle s'est mariée toute seule, comme dans le cas de Yehoud, donc il n'y aura pas d'interdit sur le père de la revendre en tant qu'esclave. Je peux faire une distinction comme ça. Tu comprends? Ça, tu vois, donc ça, c'est en ce qui concerne, tu vois, l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage. Mais en ce qui concerne le fait que quand il y a eu des Nissouines, elle est sortie de son domaine, tu vas faire une distinction à savoir comment est-ce qu'elle a eu les Nissouines, puisqu'en fait, c'est l'état même des Nissouines qui la sort du domaine de son père. Et donc, on s'en fout comment elle est rentrée dans les Nissouines. À partir du moment où il y a eu lieu, les Nissouines ont eu lieu, que ce soit elle ou que ce soit son père qui l'ait mariée, a priori, tu vois, elle sort de son domaine et c'est terminé. C'est ça ce que, tu vois, a priori, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Donc toute la question repose finalement sur savoir si le Yehoud fait les Nisouin. Parce que si le Yehoud fait les Nisouin. C'est clair que depuis le début, c'est le doute de la Gemara, mais c'est exactement. Mais finalement, ça montre à quel point c'est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que. Ouais, anyways, yeah. Tu vois, je répète encore une fois la Gemara, pour que ça soit clair, pour finir d'endormir Valentin. Tu vois, on va l'achever. Encore une fois, donc la Gemara, je sais pas si je reprends la Gemara depuis le début, mais c'est la dernière fois, je la reprends quand même depuis le début. La Gemara, elle avait dit grosso modo qu'on trouve un cas. La Gemara disait que tout le monde pensait que c'était permis de vendre en tant qu'esclave une veuve à un Kohen Gadol. La Gemara, elle a demandé, mais comment on peut trouver le cas d'une veuve qui a un Kohen Gadol? Normalement, une fois que la fille elle a été mariée, le père il n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. D'accord? Selon Rabbi Akiva. Alors, sur ça, la Gemara avait dit, on peut trouver un cas, en fait, si c'est du Yehoud, si le Yehoud, on peut parler d'un cas où, en fait, elle avait été vendue une première fois en tant qu'esclave et que le mari l'avait fait Yehoud, et qu'ensuite, le mari est mort. Et donc, l'idée, ça serait quoi? Pourquoi ça serait, maintenant, selon Rabbi Akiva, permis de vendre la fille en tant qu'esclave après le Yehoud? C'est parce que, il y a une opinion qui pense que Yehoud, c'est pas fait avec l'argent que le père il a reçu au moment de la vente, mais c'est fait avec l'argent que le travail qu'elle doit continuer à fournir en tant qu'esclave. Et que donc, c'est elle et que le maître, quand il fait Yehoud, il pardonne cette somme de travail. Donc, il se trouve finalement que c'est la fille qui a reçu l'argent et pas le père. Et donc, la Gemara voulait dire comme ça, elle voulait dire, donc on pourrait trouver un cas de veuve qui est vendue en tant qu'esclave. Si on dit que Yehoud, ça fait Héroussine, ou en disant que voilà, en fait, ça parle que le père, tu vois, donc en fait, il avait vendu sa fille. L'acheteur, il a fait Yehoud. Ensuite, tu vois, donc, l'acheteur, il a fait Yehoud, ensuite, il est mort. Là, à ce moment-là, la Gemara dit que si on dit que le Yehoud, il est fait avec l'argent qui est resté du travail. Donc, en fait, le père, il aurait le droit de revendre sa fille en tant qu'esclave, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui l'avait mariée au début. Ce n'est pas lui qui a reçu l'argent qui est touché. Ça, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, OK, mais tout ça, donc, pourquoi elle amène tout ça? C'est parce qu'elle veut dire, et ça, c'est une preuve que Yehoud, ça fait que les fiançailles, ça fait que le Yehoussin. La question ne se poserait pas. Voilà, parce que, pas seulement ce que c'est qu'à part ça, parce que si Yehoud, ça fait les Nissouines, il y a un autre problème qui vient de greffer, qui empêcherait le père de vendre sa fille en tant qu'esclave, c'est parce qu'elle est sortie de son domaine. C'est qu'une fois qu'il y a un Nissouine, on apprend dans la paracha des vœux qu'une fois que la fille elle a un Nissouine, elle est sortie de son domaine, donc à cause de ça, il ne veut pas la vendre en tant qu'esclave. Donc voilà, donc à partir du moment là où la Gemara dit que la Braïta elle dit qu'on trouve une veuve vendue à un Kohen Gadol, ça veut dire que Yehoud, ça fait que les Héroussines. Ça, c'est la preuve de la Gemara. La réfutation, tu vois, la Gemara, elle va essayer de réfuter en disant comme ça, en disant non. De la même manière que tu fais une distinction, toi-même, tu dis voilà, normalement, même si le père, il n'a pas perdu ses droits, malgré tout, il n'aurait pas le droit de la revendre parce qu'en fait, il a marié au début. Alors, tu me dis, mais il n'a pas marié, il avait vendu et elle a fait Yehoud. Oui, mais Yehoud, c'est quand même un mariage. Donc, pourquoi est-ce que maintenant le père, il aurait le droit de la revendre en tant qu'esclave malgré le fait qu'elle a été mariée? C'est parce que toi, tu dis, en fait, il faut faire une distinction entre le cas où le père, il a marié sa fille ou le cas où la fille, elle s'est mariée elle-même.
tu dis, en fait, si jamais la fille, elle s'est mariée elle-même, le père, il pourrait la vendre en tant qu'esclave. Mais si c'est le père qui l'a mariée, il ne pourrait pas la revendre en tant qu'esclave. Toi, tu es obligé de faire cette distinction pour expliquer la braïta. Donc, la Gemara, elle continue, elle dit, en fait, tu pourrais faire même la même distinction si on dit que le Yihud, ça fait les Nisouin. Tu pourrais dire quand est-ce qu'on dit que la fille, elle sort du domaine du père par les Nisouin, c'est uniquement si jamais c'est le père qui l'a mariée. Mais si jamais c'est elle-même qui a fait les Nisouin pour elle-même, donc finalement, elle est pas sortie du domaine du père. Et puisque c'est elle-même qui s'est mariée, c'est pas le père qui l'a mariée. Ça, c'est ce que l'Agma a voulu réfuter, tu vois. Maintenant, l'Agma, ici, tu vois, elle réfute cette réfutation en disant, non, en fait, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer la halakha de l'interdit du père de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage à la halakha au fait que la fille, elle sort du domaine du père par les nisouin. Et en disant que, l'Agma veut dire, elle conclut en disant que on ne peut pas faire une distinction dans le fait que la fille, elle sort du domaine du père par les nisouin, entre des nisouin qui seraient faits par le père lui-même ou par la femme elle, ou par la fille. Il n'y a aucune distinction à faire. Il n'y a pas de raison de faire une distinction. Et la raison, c'est comme je vous ai dit, parce qu'à priori, les nisouin, ça sort du domaine du père parce que c'est un État. Et on s'en fout comment est-ce que l'État il est arrivé. Par contre, quand on parle de l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, on peut faire une distinction entre si le premier mariage il a eu lieu par le père ou bien il a été fait par la fille. Et la raison, elle serait, tout ça c'est moi qui rajoute, avant d'avoir fait Rachid et Tasfot, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave après le mariage, c'est pas un interdit qui est lié à l'état de la fille, c'est un interdit qui est lié comme ne pas voler, tu vois, qui est un interdit sur le père, sur l'action du père. Donc, je peux dire, en fait, cet interdit que la Torah, elle met sur l'action du père, elle est uniquement si c'est lui qui l'avait mariée en premier lieu, en disant, tu ne veux pas la marier après la vendre en tant qu'esclave. Mais si c'est elle qui s'est mariée elle-même, à ce moment-là, le père, il n'aurait pas un interdit de la revendre en tant qu'esclave. Et donc, tu vois, donc, et à ce niveau-là, on pourrait faire une distinction entre si elle s'est mariée elle-même ou si elle a été mariée par le père. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. C'est super compliqué. Hein, tu vois, c'est compliqué. Mais voilà, mais si c'est clair déjà à ce moment-là, c'est déjà bien. C'est clair. On va faire Rachid. Mais après, il y a Tasmot, et puis voilà. Déjà, et après, on coupera ici encore, et après ça, sauf si vous êtes en forme, mais moi, j'ai pas l'impression. Et tu vois, et après ça, on fera la dernière partie après, tu vois. Mais voilà, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris 80%. Est-ce qu'on peut faire un break de 2 minutes? Parce que je viens d'avoir un truc que je dois envoyer pour le boulot et je vais être perdu si je rate ça. Vous me donnez 1 minute? Juste, j'envoie ça. Merci. Je me fais un thé alors. Ouais, vas-y. Fais-toi un thé. Oh, la coque, mais à Paris, ils sont sur la coque là, tous. J'ai l'impression qu'ils sont voulu mais pour ça, moi. La faute. Vas-y, fais tenter. Je suis des rabbins, ouais. Non, mais c'est pas. Fais tenter. Ça va? Fais tenter, mais pas tenter. Je vais pas voir le thé. Fais-toi ton thé, j'ai besoin de quelques secondes. Ah oui, fais tenter. Non, je croyais que vous disiez je me fais tenter. Hein. Moi, je parle, moi, je vais réveiller. Okay, this is what I need. File. Up. Share. J'arrive. Non, de toute façon, le thé, je te dis, quand Valentin il revient avec son thé, je te le dis. D'accord.
Ouais. Juste pour te repréciser, parce que avant que je reprenne, parce que comme j'avais quand même un petit déficit entre l'interdit de fait et l'interdit qui découle. En fait, c'est quoi? C'est les roussines. C'est un interdit qui découle, alors que non, c'est un interdit de fait. Non, c'est un interdit qui découle, c'est-à-dire marier, c'est-à-dire vendre sa fille après l'avoir mariée. Tu peux dire que c'est un interdit sur la personne. Tu vois, c'est un interdit sur le père. Après l'interdit de vendre sa fille après l'avoir mariée, tu peux dire, la logique, c'est que c'est un interdit qui est sur le père. C'est pas que c'est parce que tu l'as vendu, que tu l'as marié, que tu as perdu. Il n'a pas perdu ses droits, puisqu'il n'y a eu que les roussines. Donc, en fait, il n'a pas perdu ses droits, dans le cas normal. Pourquoi la Torah elle dit que le père, il peut pas vendre sa fille après l'avoir mariée? Dans un cas normal, il n'y a que des kiddushin. Tu vois, imagine, l'interdit normal, selon Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est, tu vois, quelqu'un, il a marié sa fille, et en fait, ça n'a pas marché. On va dire, je voyais que les kiddushin, il n'y a pas eu de coupa ni rien. Voilà, il divorce, et maintenant le père dit, OK, je vais la vendre en tant qu'esclave. Tu vois, et selon Rabbi Akiva, c'est là où il y a l'interdit. Donc, tu peux dire, tu vois, cet interdit, tu vois, il est pas lié, en fait, à un État, tu vois, ça veut dire, en fait, le père, il n'a pas perdu ses droits en faisant les kiddushin à sa fille. Parce que, tu vois, d'après la lacha, il peut toujours annuler ses vœux. Par rapport à une autre situation. Voilà, c'est par rapport à un interdit que la Torah leur a dit. Ça veut dire, en fait, comme tu l'as manqué déjà, ça veut dire, tu lui as donné cet espoir de se marier, tu peux dire, quelle que soit la raison de la lacha, parce que c'est psychologique, tu vois, tu l'as marié et tout ça. Maintenant, si tu veux, ça serait dégradant de la vendre en tant qu'esclave, tu vois. Donc, quelle que soit la raison, tu vois, c'est un interdit sur le père. C'est pas parce qu'elle a été mariée que ça a changé son statut et que maintenant, à cause de son nouveau statut, le père ne peut pas la marier. C'est parce qu'en fait, non, le statut il est le même. Tu vois, il n'y a pas eu le mariage, il n'a pas été. Dans le cas où il n'y a pas eu d'issouin, et puis, dans tous les cas, dans le cas où il n'y a pas eu d'issouin, tu vois, la fille, elle revient dans le domaine de son père. Le père, il peut annuler les vœux après le divorce, après le veuvage, tu vois. S'il n'y a pas eu d'issouin, s'il n'y a que des roussines, elle revient dans le domaine de son père. Le père, comme je dis, il peut annuler ses vœux, il peut encore une fois recevoir ses accès. Si elle travaille, il reçoit son salaire, des choses comme ça, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est pas que son statut, il a changé par les roussines. Ce qui s'est passé, alors pourquoi la Torah, elle a dit qu'il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave? C'est un interdit spécifique, tu vois. Quelle que soit la raison, parce que psychologiquement, ça veut dire pour elle, parce que whatever, tu vois. Mais tu vois, donc là, tu peux faire une distinction en disant que quand est-ce que la Torah interdit au père de la revendre? C'est parce que c'est lui qui l'a mariée au début. Si jamais c'est pas lui qui l'a mariée, donc tu peux dire, voilà, il n'y a pas d'interdit de la revendre. Tu comprends, puisque ça serait, tu vois, ça serait, tu comprends, donc la distinction, elle est claire, tu comprends, voilà, parce que c'est interdit. La condition initiale tombe, donc la condition d'après ton arrêt. Tu vois, c'est comme si on te dit ne mange pas du lait après de la viande, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu n'as pas mangé de viande, tu peux manger du lait, tu vois. Bien sûr. C'est pas une interdiction absolue. Donc tu peux dire, voilà, la même chose, donc tu peux dire, voilà, ça veut dire, si quelqu'un manger une viande qui n'est pas bassari, ben voilà, ça tombe. Donc lui, il n'a pas marié sa fille, donc pourquoi, donc si c'est elle qui s'est mariée, peut-être que lui, il n'a pas l'interdit ensuite de la revendre, mais l'interdit, c'est de faire l'un après l'autre, tu vois, lui, il n'a pas fait. Ouais, c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas parler des roussines comme on parle des kiddushin, comme on parle des nisouin. Alors que le nisouin, c'est un état. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le père, après le nisouin, et sa fille perd ses droits sur elle? C'est parce qu'elle est mariée. C'est pas rien à voir par le fait que c'est lui qui l'a mariée ou quelqu'un d'autre qui l'a mariée. C'est parce qu'une fois qu'elle a été mariée avec un mariage finalisé, elle fait sa vie, quoi, si tu veux. Elle sort de son domaine. Et même si jamais après, tu vois, son mari meurt ou elle divorce, elle ne retourne pas dans le domaine de son père, même si elle est mineure, tu vois. Et ça n'a rien à voir. Tu vois, cette halakha, a priori, elle n'a rien à voir avec l'action du père de l'avoir mariée. Si elle a été mariée, c'est tout. Tu vois, c'est le mariage qui fait ça. Donc, ça vient de l'état du fait qu'elle a été mariée. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de distinction à faire entre savoir qui l'a mariée, tu vois, comment elle s'est mariée. Et le moment où il y a eu des nisouin, c'est les nisouin qui vont sortir du domaine. Donc, c'est pour ça que du domaine du père. Donc, c'est pour ça que la dit, il n'y a pas de distinction à faire entre si elle s'est mariée elle-même ou si jamais c'est le père qui l'a mariée, sur ce point de vue-là. Je vois que c'est grave. Alors, elle va faire Rachid sur ça. Rachid, c'est pas long. Voilà, Rachid va dire au début la même chose que nous on dit. Sauf qu'après ça, il va rajouter un point. Et à cause de ça, Tosfot, il va s'exciter dessus. Alors, je le dis déjà à l'avance. Tu vois, donc, je pense, donc on peut dire Bishlama. Normalement, vraiment, le vrai Rachid qu'on devrait commencer, c'est Bishlama et Goussine, mais Goussine, alors, ça veut dire Bishlama, donc je comprends qu'on puisse dire, tu vois, l'Agma dit,
Mishnah, je comprends qu'on peut dire que Irousin, mais Irousin Shanek, on peut faire une distinction entre si jamais c'est elle qui a fait ses propres Irousin, ou si jamais c'est le père qui lui a fait les Irousin. Alors pourquoi? Donc Rachid va dire ce qu'on a dit. Il dit calme et mémoire, parce qu'il a lieu de dire à Av Kapidkra, c'est sur le père que la Torah elle a mis l'interdit, de l'eau les avna, de ne pas la vendre, bâtard de Kitja, après qu'il l'ait marié. Le Kevan de Hanu Kiddushin, et puisque ce premier mariage, le premier de Kiddushin du Yehoud, Lav Hihu Avid, c'est pas lui qui les a fait, Nitan lo Reshut les mocha, donc on lui a donné la permission de la revendre, tu vois. Donc c'est pour ça que là, il y a lieu de faire une distinction entre si c'est lui qui l'a mariée en premier lieu, ou si c'est elle qui s'est mariée, ou quand si c'est elle qui s'est mariée, donc le père, il va le droit de la revendre après. Et là, Nisouin, Mishane, mais le Nisouin, est-ce que c'est pour une différence si jamais c'est elle qui s'est mariée ou c'est lui qui l'a mariée? Alors, tu vois, normalement, Rachid aurait dû dire ce que je vous ai dit, il aurait dû dire, voilà, c'est un état. Et Rachid dit un truc plus compliqué, il dit, Kevan de puisque Nisouin, c'est une Midoraïta, c'est de la Torah, Ninhu. Donc, les Nisouin, c'est de la Torah. Nafka, les gamins mirchuté. Elle est sortie complètement de son domaine. Ah bah ouais. Ouais, tu vois, mais Rachid dit n'importe quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, a priori, c'est super étonnant ce qu'il dit Rachid. Parce que Kiddushin, c'est plus de la Torah que le Nisouin, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a Karishisha, etc., c'est marqué aussi dans la Torah. Tu as l'impression que Rachid veut dire, oui, les Nisouin, c'est de la Torah, et les Kiddushin, c'est pas de la Torah. C'est pas vrai, tu vois, Kiddushin, c'est marqué dans la Torah, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a Karishisha. Et donc, on sait que Kiddushin, c'est aussi de la Torah. Les Irousin, c'est aussi de la Torah. Donc, tu vois, Rachid aurait dû simplement dire, tu vois, ça veut dire Rachid, quand il aurait dû dire, les Nisouin, tu vois ce qu'il aurait dû dire, et sûrement c'est ce qu'il veut dire, et c'est ce que tu vas dire que Rachid voulait dire. Mais il faut rajouter des mots. Ce qu'il veut dire, c'est comme ça. C'est la direction sur les vœux, c'est le fait qu'elle sorte du domaine du père. Nisouin, c'est marqué explicitement dans la Torah qu'elle sort du domaine de son père. C'est ce que Rachid veut dire. Ouais, tu vois, ça veut dire bien qu'en fait, dans les traductions des mots. C'est Rabbi Akiva, voilà, c'est ça, exactement. C'est qu'une dracha. Ça veut dire, quand la Torah, le fait qu'une femme, quand une fille, quand elle a eu des Nisouin, elle sort du domaine de son père, c'est explicite dans la Torah. Puisqu'on apprend des vœux, et la Torah, elle dit, une femme veuve et divorcée, tout ce qu'elle a dit sur elle, ça sera impossible de l'annuler. Donc, on apprend d'un verset explicite de la Torah que le Nisouin, ça fait sortir du domaine du père. Donc, comme on apprend d'un verset explicite de la Torah, donc il n'y a pas lieu de faire une différence en savoir comment est-ce que les Nisouin, ils ont eu lieu. C'est ce qu'il veut dire Rachid. Tu vois, ça veut dire, et c'est ce qu'il voudrait dire. Tu vois, toi, tu vas expliquer ça dans Rachid. Mais la traduction des mots de Rachid, tu vois, c'est pas compréhensible. Tu vois, parce qu'on a l'impression, quand c'est bon, il faut le faire, parce que sinon on ne comprend pas qu'est-ce que toi, tu vas poser comme question. C'est pour ça que d'abord, il faut traduire textuellement Rachid. Rachid, textuellement, quand on traduit les mots de Rachid, ce qu'il veut dire, c'est Kevan des Nisouin d'Oraïta. On a l'impression qu'il veut dire parce que les Nisouin, c'est quelque chose de la Torah. Et ça veut dire, on en déduit. Et donc, mais le Kiddushin, c'est que l'ordre rabbinique. Et ça, tu vois, si on n'a jamais vu ça, tu vois, ça veut dire depuis le début de la Maseret, on n'arrête pas de dire que Kiddushin, c'est un truc de la Torah, tu vois, ça veut dire qu'il faut un guet et tout ça. C'est pas que dans le rabbinique que le Kiddushin, ça existe. Donc, c'est pour ça que la terminologie de Rachid, elle est étonnante. Tu vois, sûrement, il y a eu une faute, il y a quelque chose, il y a des mots qui ont sauté, tu vois. Mais la traduction des mots, c'est que même des Nisouin de Raïta, puisque le mariage, c'est d'après la Torah, le Nisouin, c'est d'après la Torah, Nafka, les gamins mirchouté, elle sort complètement de son domaine. Et voilà, et a priori, ça explique rien, tu vois, cette phrase de Rachid, elle explique rien, elle est bizarre, elle n'est pas compréhensible. Tu vois, donc, mais tu vois, comme je dis, a priori, ce qu'il va falloir expliquer, c'est que Rachid voulait dire, puisque la Torah, elle a dit que le Nisouin, ça sort du domaine du père, donc en fait, on n'a pas lieu de faire une distinction entre comment les Nisouin ont lieu. Alors que dans les Irousin, on peut dire que c'est pas un passage explicite, on peut dire que ça interdit sur le père lui-même, tu vois. Ok, donc là, sur ça, vous avez le test en bas. Que lui, tu vois, il va simplement, tu vas tergiverser, il va simplement essayer d'expliquer qu'est-ce que Rachid voulait dire avec cette histoire de dire que les Nisouin, c'est de Raïta. Alors, comme si les non, c'est pas dire quoi, parce que c'est Torah chez Béalpé, c'est forcément des Rabbanan. D'accord. Okay, on va dire ça, c'est possible. Mais bon, pour l'instant. J'ai un doute. Torah chez Béalpé, c'est pas forcément des Rabbanan. Ouais, ce que tu dis, c'est un très gros sujet. A priori, non. Tu vois, a priori, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose, tu vois, qui a les Moshe Sinai et que c'est de Raïta. Et voilà, par exemple, c'est le loi de la Shkrita, tu vois, par exemple. Voilà, tu vois, c'est Torah chez Béalpé, c'est pas marqué dans la Torah. Comment est-ce qu'on doit faire la Shkrita?
mais c'est sûr que tu vois, si jamais quelqu'un fait une shrita sans suivre les halachot qu'on a à la Moshe Sinai, la shrita n'est pas cachère d'après la Torah. Ouais, d'après la Torah. Voilà, c'est pour ça, c'est pas, voilà, tu as raison, ce que tu dis, c'est un point, c'est pas parce que quelque chose n'est pas. Donc c'est pour ça qu'en réalité, tu pourrais dire, tu vois, qu'en fait, mais bon, tu vois, ça veut dire. On pourrait dire c'est de ce que tu pourrais dire, si tu voudrais vraiment rétablir Rachid dans une manière littérale, ça serait de dire que Rachid pense, et c'est pas le seul, il y a une source comme ça qui pense que les kiddushin qui sont faits avec l'argent, c'est pas, on va dire, des rabbanan, mais ça serait pas marqué dans la Torah. Ça veut dire, en fait, tu vois, si tu veux, je vais expliquer le truc, c'est que c'est pas évident, d'une manière très générale, que ce qu'on apprend d'une Xera Shava, c'est considéré comme quelque chose, si tu veux, qu'on peut appeler de la Torah. Ça serait de la Torah, mais sans se dire que c'est vraiment Torah. Ça serait un statut inférieur déjà. Ça serait un peu comme une gematria dans le sens où c'est quelque chose qui vient de nous aider à avoir une notion. C'est pas une preuve d'une notion. Pas explicite, tu vois. Si, par exemple, tu vois, tout ça c'est connu parce que tu vois, le Rambam, il dit dans les lois du mariage, quand il commence du mariage, il dit que le Kiddush Kesef, c'est Midi Vressofrim. C'est connu que le Rambam il dit ça. Ah oui. Et tu vois, et tous les commentateurs du Rambam, ils se posent qu'est-ce que ça veut dire. Mais si tu veux, c'est dans la même veine que tu vois ce Rashi ici. Tu vois au Rashi, sans me dire, ouais, Kiddushin, c'est que d'ordre rabbinique. Tu vois, mais ce qu'il veut dire, ça ne serait pas explicite dans la Torah parce qu'on apprend que d'une Xera Shava. Tu comprends? Un truc comme ça. Puis on apprend une Xera Shava sur Bereshit, en plus. C'est ça qui est. Ouais, ok, mais il y en a plusieurs. On a vu plusieurs autres sources. Tu vois, qui en a, c'est qui Hagera Misdefron, mais il y avait un autre qui un autre, mais quand je me souviens bien. On apprend aussi de l'esclave juif, tu vois, avec les Yehud et tout ça. On a déjà posé cette question. Ouais, tu vois, mais ça veut dire, voilà, c'est qu'on apprend, si on apprend l'esclave juif, on peut dire que c'est de. Ouais. Ouais, tu vois, peu importe les gens, voilà, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est même très difficile de dire que Rachid pense comme ça. Tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, même s'il voulait dire ça, parce qu'en plus, la question, tu veux dire, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche, tu vois? Quelle différence ça fait que ça soit explicite de la Torah ou pas explicite dans la Torah? Tu vois, ça veut dire en quoi, dans notre problème à nous, où l'Agma est en train d'expliquer simplement, est-ce que ça fait une différence si c'est elle qui s'est mariée ou c'est le père qui l'a mariée? En quoi, qu'est-ce qu'on s'en fiche si jamais ça serait vraiment marqué explicitement dans la Torah ou pas, tu vois? C'est ça, tu vois, l'histoire, tu vois, c'est déjà ça, tu vois, qu'est-ce qu'il veut racheter avec ça? À part que tu vois, ça n'a pas tellement sens, parce que ça veut dire que le mariage, c'est que d'ordre rabbinique. Ok, tu peux dire le Rambam dit ça, etc. Et qui ne veut pas dire vraiment d'ordre rabbinique, qui veut dire que ce n'est pas explicite dans la Torah, mais après coup, quelle différence ça fait, tu vois? Donc c'est pour ça que tout ce rachis-là, il est étrange, tu vois. Ouais. En tout cas, donc on va faire Tosfot, il parle de ça, tout le Tosfot, il est à plus ou moins sur ça. Alors, ok, donc on fait le Tosfot, Bishlama et aussi dans ça. Donc, on y arrive. Bishlama et aussi dans ça. Bishlama, donc Erousin, Chalet. Donc ça veut dire, toujours, je pourrais te dire qu'il y a une différence à faire entre des fiançailles et des fiançailles, ça veut dire. Donc, au niveau des Roussines, si jamais on n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après avoir marié la fille, on peut faire une distinction entre si c'est lui qui l'a mariée ou si c'est elle qui s'est mariée. Alors, ça serait dit plus rouge, c'est-à-dire Chané et Roussine Dida. Ça serait différent si c'est elle-même qui s'est fait des Roussines, donc comme dans le cas de Yehoud, le Kevan de Hulokicha, puisque ce n'est pas lui qui l'a marié, de Hulokicha, ce n'est pas le père qui l'a marié. Il pourrait toujours la revendre après. Comme on a dit, c'est comme quelqu'un qui veut manger du lait alors qu'il n'a pas mangé de la viande, il peut, tu vois. Et là, Nisouin, mais quand on a dit l'autre problème à l'Afrique, c'est-à-dire que quand il y a eu des Nisouin, elle sort du domaine du père et c'est pour ça qu'il ne pourrait pas la vendre. Mishane, est-ce qu'on peut faire une distinction entre si c'est elle qui s'est mariée ou c'est lui qui l'a mariée? Puisque ça, a priori, ça dépend d'un statut légal. Et qu'une fois qu'elle est mariée, elle est sortie du domaine de son père. Alors, Pierre Chakoun 13. Donc, Rachid, lui, il explique qu'Evan de Midoraïda, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre Nisouin qui ont été faits par elle-même ou des Nisouin qui sont faits par le père en ce qui concerne le fait qu'elle sort du domaine du père? Ça se fait, il dit à Tosfot, il dit Pierre Chakoun 13 qu'Evan de Midoraïda nafka bien shooté les gamrés. Parce que c'est de la Torah, d'après la Torah, on sait qu'elle sort de son domaine complètement. Ok. Alors, ça, c'est le langage de Rachid. Donc, Tosfot, il pose la question qu'on a dit, évidente. Il dit, mais cacher, c'est difficile. Là, Iwusin Nami a de Waraïta. Même le Iwusin, c'est marqué dans la Torah. C'est aussi dans la de Waraïta. De faire les Kiddushin, c'est un mariage de Waraïta. Et ils font un guet après les Kiddushin, même si jamais il n'y a pas eu encore la Choupa, etc. Donc, c'est un statut de la Torah. Donc, comment est-ce que Rachid peut dire, les Nisouin, c'est de la Torah, comme si les Iwusin, c'est pas de la Torah. Les Iwusin aussi, c'est de la Torah. Donc, il dit, Iwusin Nami a de Waraïta.
Même les Houssines, c'est de la Torah. Que des Yalfinan Leil, comme on l'a appris plus haut, mais qui Ikar, il y a marqué un homme, il va prendre une femme, et on apprend de là que c'est Ikar, c'est Kiddushin, et Kihamis d'Ephron, et tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire, a priori, c'est un statut de Horaïta. Donc, qu'est-ce que Rashi veut dire? Ah, le Nisouin, c'est un statut de Horaïta, de la Torah, et Kiddushin, ça serait pas de la Torah. Ok, alors, Vechitema, et si tu vas me dire, des Mikol Makom, malgré tout, Yesh le Halek, il y a lieu de faire une distinction. Ben Yehussin et Nisouin, entre des Yehussin, ça veut dire entre des fiançailles, et des Nisouin, et le Chouba. Mishum de Ben Nisouin, parce que dans le Nisouin, Nafka Mirchute les Gamre, donc elle est sortie complètement de son domaine. Donc, ok, que des pièges de Kuntres, comme Rachid a expliqué. Alors, ok, ça veut dire, ok, donc il veut dire comme ça, il veut dire, ok. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, je vais expliquer ce qu'il veut dire, ça veut dire comme ça. Il veut dire, dans ce petit thème, il veut dire ce qu'on a dit au début. Il veut dire, voilà, en fait, si tu vas me dire même, ok, le langage de Rachid est difficile, on laisse tomber pour l'instant, mais on va réfléchir comme on a réfléchi au début, en disant, voilà, Nisouin, ça serait un état, quoi qu'il arrive, ça sort du domaine du père. Et que c'est un verset de la Torah, qu'on apprend des vœux, que voilà, qu'une fois qu'il y a une Nisouin, la femme, elle est sortie, la fille, elle est sortie du domaine du père. Et donc, c'est pour ça qu'on ne ferait pas une distinction entre comment est-ce que les Nisouin sont arrivés. Alors, Tosfot, il va dire, c'est pas vrai. Parce qu'il dit, si tu suis cette logique-là, il dit comme ça, alors, il dit comme ça, il dit, Michou, donc, parce qu'il dit, Halita, tu veux pas Halita, il n'y a plus de dire une logique comme ça. Deaktana, parce que imagine une mineure qui, Immasra Nafsha la Kouba, ça veut dire qu'elle-même, elle a décidé, elle-même, après avoir, on va dire, imaginons une femme, elle a reçu les Kiddushin, son père, il a reçu les Kiddushin d'elle-même, pour elle. Ça veut dire la fille, le père, il a fait les Kiddushin, il a marié sa fille, normal, mineure, normal. Il a reçu les Kiddushin, cas normal, classique. Et après ça, la fille, elle décide, sans demander l'avis à son père, de faire la choupa. Le mari, il est d'accord. Alors, selon ce qu'on a dit, tu vois, tu devrais dire, voilà, comme il y a eu la choupa, elle est sortie du domaine de son père. Tu vois, je m'en fous de comment est-ce que la choupa est arrivée, tu vois. Or, on sait que c'est faux. Ça veut dire, en fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit le père qui donne son accord sur la choupa pour qu'elle sorte du domaine de son père. Donc, on voit que, en fait, si tu veux, on voit que la choupa, c'est pas un état, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qui se fait de par soi-même et qui sortirait du domaine du père. Parce que si jamais, en fait, c'était le cas, Bédi Avad, tu vois, ça veut dire si jamais une fille, elle décidait avec son mari de faire la choupa sans demander l'accord du père, eh bien, cette choupa, elle devrait être effective et sortir du domaine du père. Puisqu'on dirait, voilà, maintenant elle est mariée. Or, on ne voit pas ça. On voit qu'en fait, pour que la choupa elle sorte du domaine du père, il faut que ce soit le père qui décide que la choupa elle peut avoir lieu. Et donc, ça veut dire que même dans la choupa, en réalité, ce n'est pas simplement un état de fait que puisqu'il y a une choupa, ça y est, elle est sortie du domaine du père. C'est parce que c'est le père qui a fait l'action de la mariée. Donc, on pourrait dire, donc à ce moment-là, on pourrait donc ça remet en question ce que la Gemara a dit en disant, si jamais oui, il y a eu des nisouines, elle est sortie automatiquement du domaine du père, même si c'est elle-même qui s'est mariée. Qui te dit? Tu vois, ça veut dire, on voit bien qu'en fait, en général, même dans la choupa, il faut l'accord du père. Donc, en fait, c'est pas automatique que la choupa, elle sort du domaine du père. C'est parce que c'est le père qui a décidé de la mettre dans la choupa qu'elle sort de son domaine. Donc, je pourrais toujours te dire que si le Yehoud, même si Yehoud, ça fait nisouine, à partir du moment où c'est pas le père qui a pris la décision de faire le Yehoud, c'est elle qui s'est mariée et qu'elle a le droit de le faire, mais que ça fait, même si ça fait la choupa, comme c'est pas le père qui lui a transmis à la choupa, donc on pourrait dire, ok, il n'a pas perdu son pouvoir à cause de ses nisouines. Tu vois? Parce que ça veut dire, parce que si on suivait la logique qu'on voulait dire au début, parce que tu veux dire, si jamais en fait c'était comme toi, tu dis que dès qu'il y a des nisouines, le père, elle sort du domaine du père, alors même si jamais elle s'est mariée sans l'accord de son père, ça devrait marcher. Alors on voit que c'est pas vrai. Donc ça prouve que tu vois qu'en fait, si tu veux, dans les nisouines, c'est pas un état automatique qui sort du domaine du père. Il faut que le père il ait participé aux nisouines pour la faire sortir de son domaine. Et donc si tu dis ça, donc la question de la Gemara revient. Tu vois, de dire, en fait, tu pourrais toujours dire, ouais, si jamais c'est elle qui s'est mariée, même si Yehoud, ça fait nisouine, elle n'est pas sortie du domaine du père, il pourrait la reprendre. Donc ça, c'est la question de Tosfot. Tu vois, c'est la question de Tosfot. Donc c'est ce qu'il dit. Je réponds dans les mots, il dit Alita, il n'y a pas lieu de dire ça. Deaktana, parce qu'une mineure, Immasra Nafsha le choupa, si elle s'est transmise elle-même sans demander l'accord de son père à la choupa,
est-ce qu'on va dire aussi qu'elle est sortie du domaine du père? Parce que voilà, il y a une choupa, elle a eu la choupa avec son mari, c'est fini. Pshita de l'autre, ça se voit, c'est sûr que non. Donc c'est pour ça que il va dire, ok, donc maintenant comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça et expliquer la Gemara et tout. Donc il dit l'écart qui est chez Pio Jacques. J'ai dit. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a marqué que Dieu voulait revenir, je sais pas pourquoi. Parce que je veux joindre avec mon téléphone pour ça. Ok, d'accord. Donc c'est bon. Les gars, donc c'est pour ça qu'en fait, on peut donner à chef l'explication de Rashi, de cette manière. On dit Bishlama, Iroussine, mais Iroussine, ça veut dire, c'est vrai qu'on peut faire une distinction entre si jamais le père, il a marié sa fille ou si elle s'est mariée elle-même, Shahane, ça veut dire qu'on peut faire une distinction. Pourquoi? Parce qu'après les Iroussine, on voit qu'à part l'interdit qu'il a de la vendre en tant qu'esclave, elle est akatée encore, elle est dans le domaine du père, l'école milé, pour tous les cas, pour toutes les choses. D'ailleurs, Charles, ça veut dire que c'est toujours son père qui l'hérite, si jamais elle meurt. Mais l'Itamela, c'est lui qui, s'il est Cohen, il va au cimetière enterrer, ou la faire Nédaréa, et pour annuler ses vœux, Imbarla, si jamais, avec l'association de son mari. Donc, ça veut dire qu'après les Roussines, après les Kiddushin, la fille, elle reste dans le domaine de son père jusqu'à la Choupa, complètement. La seule chose qu'on lui a enlevée, c'est Chutz Mimechira. La seule chose que le père il a perdu avec les Roussines, c'est qu'il n'a pas le droit de la revendre en tant qu'esclave après. Chutz Mimechira, chez Eno Racha il il n'a pas le droit de la revendre en tant qu'esclave, Achar Shekibel Kesef Kiddushea, après avoir reçu l'argent de Kiddushin. Ok, j'avance. Je ne sais pas si tout le monde suit ou personne ne suit, je m'en fous, mais j'avance. Okay, donc, non, suis. Ok, Imken. Donc si c'est ainsi, ça veut dire grosso modo, soit il dit voilà, je suis d'abord jusqu'à la fin de la phrase de soit. Imken, si c'est ainsi, Hamilta, ça veut dire cette chose-là. Donc cette chose-là qui est de dire qu'après les Roussines, après les Kiddushin, le père, il a perdu le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave avec Chidush. C'est un Chidush, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de la règle. Puisqu'on a vu qu'en ce qui concerne tous les autres droits, le père, il les a gardés sur sa fille. Après les Roussines. Il est père que lorsqu'elle a Chouba. Donc, le seul droit qu'il a perdu, c'est de vendre sa fille en tant qu'esclave. Donc, ça, c'est un chidouche. Ça, c'est un chidouche, puisque c'est quelque chose, tu vois, qui ne suit pas la règle de tous les autres droits qu'il a. Donc, le père. Et donc, il y a lieu de dire, ça veut dire, je ne tiens compte que de ce qui est marqué, que du chidouche. C'est-à-dire, ça veut dire, puisqu'en fait, normalement, on voit qu'après les Roussines, le père il garde tous ses droits sur sa fille, et le seul droit qu'on lui a enlevé, c'est celui de vendre sa fille en tant qu'esclave. Donc, je peux dire, OK, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Ça veut dire, c'est une halakha comme un chok, tu vois, comme tu peux pas manger du lait après la viande, on va dire. Donc, je peux pas dire, ah, OK, donc maintenant, j'ai le droit de manger du poisson après la viande. Parce que, tu vois, ça veut dire, je peux pas étendre, tu vois, cette loi, puisqu'elle est exceptionnelle. Donc, je peux dire que ça, c'est si jamais simplement le père, il a marié. Parce que pourquoi je vais étendre cette loi alors qu'elle est contre la règle du général des droits du père? Tu comprends? Donc, je vais dire en fait que cette loi, en fait, elle est exceptionnelle. Elle concerne qu'un cas précis, quand c'est le père qui a marié sa fille, jusqu'à preuve du contraire. Mais tant que je n'ai pas la preuve du contraire, je vais limiter. Je ne vais pas étendre à des cas que je ne connais pas. Ouais. Comment? Je ne vais pas étendre à des cas que je ne connais pas. Enfin, des cas que je n'ai pas une preuve. Voilà, exactement, parce que c'est contre la règle, parce que c'est contre la logique de la loi, tu comprends? La loi, elle a dit qu'après les Roussines, le père garde tous ses droits, sauf il n'a pas le droit de l'avoir en tant qu'esclave. Donc je peux dire, ok, mais maintenant que je ne sais pas jusqu'à où cette exception elle va, donc je la limite au maximum en disant, c'est uniquement si le père il a marié sa fille, mais peut-être si elle s'est mariée elle-même, non, tu vois. C'est encore plus fort. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ce que je veux dire. Ken, Hamilton avec Chidush, cette chose-là, c'est une exception. Chidush, on va dire, traduire ici Chidush par exception. Mais Kalemema, elle n'est pas la Chidusho. Ça veut dire, je peux dire, donc, c'est que dans cette exception qu'on sait, qui est claire, qui est explicite dans la Torah. Donc, Veikal au Koumé, il a lieu d'interpréter Aïe Chidush, ça veut dire ce Chidush, cette exception, Beroussine d'idée. Donc, en le cas où c'est lui qui a marié sa fille, Beroussine dans la Kiddushin, l'idée que c'est le père qui l'a fait d'idée à lui. Kirush, c'est-à-dire chez Kibel Avi à Kiddushin, quand le père il a reçu lui-même l'argent de Kiddushin. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire une distinction, parce qu'en fait, si tu veux, ça va contre la règle. Ça veut dire cet interdit que la Torah elle aurait mis sur le père de vendre sa fille après l'avoir mariée, ça va même après les Roussines,
après le Kiddushin, ça va contre la règle où on sait que le père, normalement, il garde tous ses droits jusqu'au Nisuin. Et donc, je vais dire, OK, cette loi, je vais essayer de la limiter au maximum dans le doute, au cas où c'est le père qui a marié sa fille, mais pas si elle s'est mariée elle-même. Par contre, même dans le Nisuin, dans le cas des Nisuin, avant le Nisuin Gmurin, mais dans le cas où il y a eu Nisuin Gmurin, où il y a eu un vrai mariage avec la Koupa, et un véritable mariage finalisé, les mafkele, ça l'a fait sortir à elle, mafke, c'est sortir, c'est faire sortir là, à elle, les gamres complètement mirichoutés, les havres, de son domaine du père. Ça veut dire qu'on sait que la Torah, elle a dit, une fois qu'elle a été mariée, le père ne peut plus annuler ses vœux, il peut plus, s'il est Cohen, il ne peut plus aller à l'enterrement ni rien, etc. Il peut pas l'hériter, c'est pas lui qui hérite. Donc ça veut dire, on sait dans des psukim clairs de la Torah que la règle générale, elle est qu'après les Nisuin, le père, il perd tous ses droits sur sa fille. Imken, en lechalek ben Nisuin dida, le Nisuin didé. Il n'y a pas lieu de faire. Et donc, après ça, tu voudrais dire peut-être qu'il pourrait la vendre en tant qu'esclave après. Sur ça, on dit non. Le logique, ça veut dire si je n'ai pas la preuve du contraire, je ne fais pas de distinction entre Nisuin Didar, que ce soit elle qui se soit mariée, comme dans le cas de Yehoud, ou même si on dit que Yehoud a fait Nisuin, que c'est elle qui l'a fait, malgré tout, ça la sortirait du domaine du père. Mais Nisuin Didé, ou quand c'est lui qui a fait le mariage. Pourquoi? Puisque la règle générale que la Torah nous a donnée, c'est que en général, quand il y a le Nisuin, elle sort du domaine du père. Donc, dans le doute, j'assume que ça parle de tous les types de mariage, que ce soit lui qui l'ait fait ou elle qui l'ait fait. Ou Nisuin Dida, donc voilà. Et donc, j'ai lieu de dire dans le doute, ça veut dire j'ai lieu d'assumer, ou Nisuin Dida, que si jamais c'est elle-même qui s'est fait les Nisuin, comme dans le cas de Yehoud, un ami l'omatsé mazvilla, il n'aurait pas non plus le droit de la vendre. Voilà. Donc ça c'est là. Maintenant il va dire après ça c'est la preuve qu'il avait dit voilà une mineure qui se fait la coupe à elle-même, voilà ça sort pas du domaine du père. Il dit parce que pourquoi ça donne pas du domaine parce que c'est rien. Tu vois c'est ce qu'il dit. Il dit avec Tana. Maintenant il finit simplement sa phrase. Avec Tana mais une mineure des masran nafsha la coupa, ça veut dire qu'il serait allé dans la coupa d'elle-même sans demander l'avis à son père, même après le kiddushin de son père. Pourquoi elle ne sortirait pas du domaine? C'est évident qu'elle ne sort pas du domaine de son père. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais trouvé des nafka merchuté des hav, qu'elle puisse sortir du domaine du père, des achis, de cette manière. Ça veut dire, on n'a jamais trouvé que ça, c'était des nisouin. Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. Ce que veut dire, c'est que Yehoud, toi, tu veux dire que Yehoud, ça fait nisouin. Tu vois? Donc, donc, déjà, tu sais que ça rentre dans la catégorie de nisouin. Donc maintenant, tu peux dire, OK, maintenant que ça rentre dans la catégorie de Niswin, j'assume qu'il n'y a pas de distinction si c'est elle qui l'a fait ou si c'est son père qui l'a fait. Parce qu'on a vu que la règle générale, est que Niswin, ça fait sortir du domaine du père. Tu vois? Et donc, dans le doute, j'assume que, quelle que soit la manière dont le mariage a eu lieu, elle sort du domaine du père. Mais quand une mineure, elle se marie d'elle-même, elle va dans la choupa, c'est-à-dire, on n'a jamais vu que ça s'appelait du Niswin. Ça ne s'appelle rien, ça s'appelle une blague, ça s'appelle une blague, voilà, c'est tout. Ça veut dire que comme normalement le père, il a les droits sur sa fille, etc., on n'a jamais vu qu'une fille qui se met à la choupa sans demander à l'avis de son père, ça soit quoi que ce soit, que ça soit même considéré comme des Niswin. Donc c'est pour ça que dans le doute, je n'ai pas assumé qu'elle est sortie du domaine de son père, puisque dans le doute, je n'ai pas assumé de dire que c'est des Niswin ou que c'est quoi que ce soit. Tu vois. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que dans le cas d'une mineure qui se serait mariée d'elle-même, voilà, j'ai pas. Voilà, même s'il y avait la choupa, c'est une choupa qui est complètement invalide, quoi, qui vaut rien. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de faire ressembler ça. Même il n'y a pas un doute, quoi, ce qui veut dire. Ça veut dire dans le cas où il y a eu Yehoud, où en fait la Torah, on sait qu'elle lui a donné le droit de se marier elle-même. Et toi, tu penses que Yehoud, ça fait Nisouin. Donc après ça, tu pourrais dire, est-ce que peut-être il y a une distinction entre si elle s'est mariée elle-même ou si le père il l'a mariée? Tu dis dans le doute, non, puisqu'on sait que Nisouin, à chaque fois, la règle est qu'elle sort du domaine du père. Donc, le père, elle serait complètement sortie de son domaine. Et c'est sûr que le père, il n'aurait pas le droit de la revendre après, uniquement parce qu'il a plus de droit sur elle. Même si ce n'est pas explicite dans la Torah, dans le doute, je dois assumer ça. Puisque la règle, elle est qu'à chaque fois qu'il y a Nisouin, elle sort du domaine du père. Mais quand on parle en fait d'une mineure qui se serait mariée d'elle-même, tu vois, ça veut dire qui aurait fait de la choupa elle-même. Je ne vais pas dire, peut-être que le père, il a perdu ses domaines, ses droits sur elle parce qu'il y a une choupa, parce que qui te dit que ça c'est une choupa, tu vois, c'est une blague. Tu vois, c'est comme si quelqu'un s'est marié avec une goya ou un truc comme ça. Tu vois, c'est une blague, tu vois. Et donc voilà, donc ça veut dire, donc c'est pour ça que j'ai pas assumé qu'elle est sortie du domaine de son père.
C'est ce que Tosfot finit, tu vois. Mais voilà. Mais donc, pour reprendre l'idée générale de Tosfot, c'est comme ça. Ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, j'essaie c'est compliqué. Franchement, c'est une grande très compliquée, tu vois. Ça veut dire, mais je sais quand même, tu vois, de restatement. Ça veut dire, ok, l'agma, ça veut dire, donc l'agma, encore une fois, on est sur la souga, la souga, c'était de savoir, on avait un doute, est-ce que la choupa, est-ce que le yioud, ça veut dire, le yioud, est-ce que ça fait irousin, est-ce que c'est considéré comme des fiançailles ou que des kiddushin, ou bien ça fait même nisouin, d'accord? C'était ça le doute de l'agma. L'agma, elle avait apporté une preuve d'un cas où on voit que la Braïta, elle disait que c'était permis de vendre en tant qu'esclave une veuve à un Kohen Gadol. Et donc, la Gemara se demande, mais comment on pourrait trouver une veuve qui est vendue en tant qu'esclave? Tu vois, puisqu'a priori, quand le père il a marié sa fille, il n'a plus le droit de la vendre en tant qu'esclave après. Alors, si elle est veuve, c'est qu'elle a été mariée d'abord. D'accord? Et comme on parle d'une mineure, c'est sûr que c'est le père qui l'a mariée. Donc, comment on pourrait trouver une veuve qui est vendue en tant qu'esclave? La réponse de la Gemara, c'est de dire comme ça. C'est une réponse alambiquée, c'est de dire comme ça. De dire, si on pense que d'abord, Yehoud, ça fait que les fiançailles, et si on pense qu'en fait, la fille, elle n'est pas mariée avec l'argent de la vente, mais que dans Yehoud, elle se marie avec le reste du travail qu'elle aurait dû travailler au maître. Donc, il se trouve que ce n'est pas son père qui l'a mariée, c'est elle-même qui s'est mariée. Et comme en fait, le Yehoud, ça fait que des fiançailles, donc en fait, le père, il aurait le droit par la suite de la vendre en tant qu'esclave. Et c'est comme ça qu'on trouverait le cas d'une veuve qui est vendue en tant qu'esclave à un Kohen Gadol. Mais la Gemara dit, mais c'est une preuve que le Yehoud, ça fait que des fiançailles, parce que si jamais ça faisait des nisouin, à part le fait que le père, il n'aurait pas le droit de la vendre en tant qu'esclave par la suite, parce que par les nisouin, elle est complètement sortie de son domaine. Donc, c'est pas simplement qu'il aurait un interdit de la vendre en tant qu'esclave après le mariage, mais c'est qu'il n'a même pas le droit, il n'a pas la possibilité, puisque les nisouin, on apprend de la paracha des vœux et de plein d'autres halachot que les nisouin, ça sort la fille, même quand elle est mineure, du domaine du père. Donc, si le Yehoud, ça faisait les nisouin, on ne pourrait pas trouver un cas d'une veuve vendue à un Kohen Gadol, puisque, en fait, le Yehoud, puisque le seul cas possible, c'est un cas de Yehoud, puisqu'il faut que ce soit la fille qui soit mariée elle-même, et pas le père qui l'est mariée. Donc, c'est qu'un cas de Yehoud. Et si le Yehoud, ça fait des nisouin, elle sort du domaine du père, et donc le père, il ne veut pas la vendre. Et donc, c'est simplement si on pense que Yehoud, ça fait Irousin, on pourrait trouver ce cas d'une veuve vendue à un Kohen Gadol, puisque il y aurait une double particularité du fait que c'est la femme qui s'est vendue elle-même, qui s'est mariée elle-même, et pas le père qui l'a mariée. Et donc, c'est pour ça et qu'en plus, elle n'est pas sortie du domaine du père parce qu'il n'y a pas eu de nisouin. Donc, on parlerait que le mari il est mort juste après le Yehoud, sans faire la choupa. Et donc, après ça, le père, il la récupère et il peut la vendre en tant qu'esclave à un Kohen Gadol. D'accord? Donc, ça ferait une preuve, en tous les cas, que Yehoud, ça fait que le fiançailles. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara, elle va réfuter cette preuve-là. On va essayer de réfuter ça en disant comme ça, en disant non, ça veut dire... Pourquoi tu penses en réalité, bien qu'on sait, donc là on suit l'avis de Rabbi Akiva, c'est-à-dire que normalement le père il ne peut pas vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée. Pourquoi tu penses que ici, dans ce cas-là, le père il pourrait revendre sa fille en tant qu'esclave malgré qu'elle s'est mariée? C'est parce que tu dis en fait, c'est pas le père qui a marié sa fille, c'est elle-même qui s'est mariée elle-même avec le reste du travail qu'elle devait travailler au maître. Donc en fait, comme c'est pas le père qui l'a mariée, c'est elle qui s'est mariée. Donc en fait, c'est pour ça que le père il pourrait la revendre en tant qu'esclave. Donc, la Gemara dit, mais tu as qu'à dire le même raisonnement en ce qui concerne le fait des nisouin. Ça veut dire, je pourrais te dire, en fait, que quand est-ce que les nisouin, en fait, c'est le Yehoud et le nisouin, c'est-à-dire les nisouin, ils sortent du domaine du père en l'empêchant, en lui enlevant le droit de vendre sa fille, c'est uniquement si jamais c'est le père qui a marié sa fille et qui l'a amenée à la choupa. Mais si jamais, en fait, c'est la fille qui s'est mariée elle-même et qui s'est amenée à la choupa, peut-être que dans ce cas-là, le père il garderait le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave. Et donc, je pourrais toujours te dire que Yehoud, ça fait nisouin, et malgré tout, j'ai pas une preuve, tu vois, j'ai pas une preuve, voilà, et malgré tout, je pourrais trouver le cas d'une veuve qui est mariée à un Kohen Gadol. Ça va? J'espère que oui. J'en sais rien, ok, d'accord? Ouais, bien sûr. Je suis en train parce qu'il y a du bruit, mais... Donc ça, c'est la réfutation, tu vois. Ça, c'est l'essai de réfutation. Agma dit non. La réponse d'Agma est critique. Elle dit simplement non. C'est sûr qu'il y a eu de faire une distinction entre des fiançailles et des fiançailles, entre Irousin et Irousin, mais pas entre Nisouin et Nisouin. C'est ce que l'Agma dit, c'est la terminologie des mots de l'Agma, elle ne dit pas plus que ça. Donc, moi, ce que j'avais expliqué, en tout cas, ça semble ça être le début de Rashi.
quand Rachid explique, tu vois, la première partie, avant qu'il rentre dans Nisouin, il semble dire comme ça. Il semble dire, en fait, dans l'interdit que le père il aurait de vendre sa fille en tant qu'esclave après l'avoir mariée, comme c'est un interdit sur la personne elle-même, donc on pourrait faire une distinction, en savoir, ça dépend si jamais le père il a marié au début ou si elle s'est mariée elle-même. Comme je vous ai dit, c'est comme l'idée de manger du lait après la viande. Si quelqu'un n'a pas mangé de viande avant, il peut manger le lait. Tu vois? Donc ça voudrait dire, comme c'est pas lui en fait qui l'a mariée au début, donc c'est pour ça qu'il pourrait la vendre en tant qu'esclave si elle s'est mariée elle-même. Mais, non, parce qu'en fait, l'interdit de vendre sa fille en tant qu'esclave, ça serait un interdit sur le père, lié sur l'action de vendre sa fille après le mariage. Mais en ce qui concerne les Nisouin, a priori, c'est un état. Ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, qui arrive, tu vois, ça veut dire ça veut dire c'est un état civil, quoi. C'est quelque chose, tu vois, voilà, que la Torah elle a dit qu'une fois qu'une fille elle a été mariée, qu'elle a eu la coupa, elle sort du domaine de son père. Donc, c'est pas quelque chose qui serait lié à une action, ça serait le résultat d'une situation. Et donc, en fait, on s'en fout comment est-ce que la situation elle arrive. Est-ce qu'elle s'est mariée elle-même? Est-ce que c'est le père qui s'est marié? À partir du moment où il y a eu une choupa, ça y est, elle est sortie du domaine du père. Donc, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre. Donc, si on dit que Yehoud, ça fait le Nisouin, il n'y a pas lieu. C'est sûr que le père, il a perdu ses droits sur la fille pour la vendre en tant qu'esclave. Il n'y aurait pas lieu de faire une distinction à savoir si c'est le père qui l'a mariée ou si jamais qui a fait les Nisouin ou si c'est elle-même qui a fait les Nisouin. C'est ce que c'est l'explication de la Gemara. Tu vois, ça veut dire, voilà. A priori, c'est ce que Rashi semble dire au début, dans la première partie de la Gemara, quand Rashi l'explique. Et ensuite, tu vois, dans la page, le dernier Rashi, tu vois de la page 17, 18b. Quand tu vois, quand tu rentres dans la page, le premier Rashi de la page 19a, quand il commence à dire, et là, il dit, ça, quand il explique le début de la Gemara, il semble dire ça. Ensuite, il rajoute une nouvelle idée qui est bizarre, enfin, qui est incompréhensible a priori. Il dit, oui, mais quand il veut expliquer pourquoi Nisouin, il n'y a pas de distinction à faire entre si jamais c'est le père qui l'a mariée ou si jamais elle-même elle s'est mariée. Il dit c'est parce que Nisouin, c'est de la Torah. C'est ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire, le langage de Rachid, c'est le Nisouin, c'est de la Torah. Comme si les Moussines, ce n'était pas de la Torah. Il dit, tu vois, il dit non, très suspect. Le Nisouin de Horaï, Daninhu, n'afrait le Gamri bien shooté. Comme le Nisouin, c'est une loi de la Torah, elle sort complètement de son domaine. Ok. C'est bizarre. Donc, ok, maintenant, on rentre dans Tassot. Tassot, donc, il s'arrête sur cette terminologie de Rashi, mais il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour lui, c'est évident que les Houssines, c'est aussi de la Torah, comme on a vu, qui est qu'un Réchisha, donc, on ne peut pas dire que là, c'est de la Torah, là, c'est pas de la Torah. Donc, si Dieu Tassot, ça, il ne va pas répondre, il va laisser ça comme ça, il va laisser cette question en plan. Tu vois, interpréter comme on veut, tu vois, il laisse comme ça. Mais donc, Tassot, lui, ce qu'il va te demander, c'est d'expliquer la Gemara maintenant. Et donc, Tassot, il va questionner l'idée, en fait, c'est très simple ce que Tassot, il va dire, Tassot, il va questionner l'idée que nous, on a voulu dire, qu'il attribue à Rashi, de dire, qu'il le Rashi du début, c'est de dire que les Nisouin, ça serait un état, et comme c'est un état civil, il n'y a pas lieu de distinguer, à savoir comment est-ce qu'elle s'est mariée, c'est sûr qu'elle sort du domaine du père. Tassot, il va dire, si c'était comme ça, si jamais un père, il a marié sa fille en faisant les Kiddushin, et que par la suite, la fille, elle a décidé de faire la choupa avec son mari sans demander l'accord du père, ça veut dire aussi qu'elle sort du domaine de son père. Non, on ne voit pas ça, on sait que non. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui sort du domaine du père par les Nisouin, ce n'est pas simplement l'action qu'il y a une choupa et qu'il y a eu un mariage. Ce qui fait que les Nisouin, ils sortent du domaine du père, c'est parce que le père, c'est lui qui a décidé les Nisouin. Donc à partir de ce moment-là, si on dit ça, donc on voit bien qu'en fait, donc la distinction qu'on a voulu faire, elle tombe à l'eau. Ça veut dire, a priori, toi tu voulais dire, oui, en fait, l'interdit de Kiddushin, c'est uniquement si jamais lui l'a marié, parce que l'interdit après, ça ne l'a pas en tant qu'esclave, parce que c'est lié à son action, mais les Nisouin, c'est un état civil. Ça se dit, non, on voit bien que si jamais une fille, elle s'est mariée d'elle-même sans demander l'accord de son père, en fait, elle ne sort pas du domaine de son père. Donc en fait, c'est sûr que c'est aussi une action. C'est une action que le père, il doit faire. Et donc, toujours, la question de la Gemara, elle revient en disant, on pourrait dire ce que tu dis au niveau des Roussines, en disant que le père, il aurait le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave parce que ce n'est pas lui qui l'a mariée au début. Et bien, tu pourrais dire aussi au niveau des Nisouin, en disant que même si Yehoud, ça fait les Nisouin, le père, il aurait toujours le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave parce que ce n'est pas lui qui a fait les Nisouin, puisqu'on voit que les Nisouin, ça sort du domaine du père, uniquement quand c'est le père qui les a organisés. De l'exemple de l'Aktana, de la mineure qui déciderait de faire la roupa d'elle-même. Alors, c'est pour ça que Tosfot, il va dire simplement expliquer la Gemara d'une manière un peu différente, en disant simplement comme ça, que pour lui, et il veut dire que c'est peut-être ça ce que Rashi veut dire dans la suite, en disant que quand il a dit que les Nisouin, c'est de la Torah. Ce que Rashi voulait dire que les Nisouin de la Torah, ça veut dire que les Nisouin, on voit que ça sort du domaine du père dans toutes les lois de la Torah.
Ça veut dire que le père, une fois que la fille elle a été mariée sous la choupa, le père il peut plus annuler ses vœux. Le père il peut plus hériter. Le père il peut plus aller au cimetière chez les Cohen à son enterrement. Donc le père il a perdu tous ses droits sur la fille après les Nisouin. Et ça c'est la Torah. Par contre dans les Roussines on voit le contraire. On voit que après les Kiddushin uniquement, le père il a gardé tous ses droits. Il peut annuler ses vœux, il va à l'enterrement si jamais Rav Shalom elle meurt, il hérite si jamais elle meurt. Mais tu vois, donc, à partir de ce moment-là, ce que ce soit, il fait cette distinction entre Yehus et Nisouin, pour lui, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Parce qu'à partir de cette distinction, ça soit, il veut dire comme ça, il veut dire. Donc, quand la Torah, elle a dit qu'après les Yehusin, le père, il n'a pas le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave, c'est une halakha exceptionnelle qui va contre l'esprit général de la loi du statut de la fille fiancée mineure. Et le statut général de la fille fiancée mineure, c'est que le père, il a tous ses droits sur elle. Il peut, encore une fois, il annule ses vœux, il hérite, etc., il va à l'enterrement. Sauf qu'il ne peut pas la vendre en tant qu'esclave maintenant. Donc, cette loi-là qui l'interdit de vendre en tant qu'esclave, c'est quelque chose qui va contre la règle générale du statut de la fille fiancée, mineure fiancée. Donc, quand j'ai un doute maintenant à savoir est-ce que ce statut, cette loi, elle s'applique aussi quand la fille, elle s'est mariée elle-même, comme dans le cas de Yehoud, je vais assumer que non. Je veux dire qu'en fait, non, le père, il peut pas, ça veut dire, cette loi, elle ne s'applique pas. Et donc, en fait, le père, il aurait le droit de revendre sa fille en tant qu'esclave si elle a fait les Kiddushin elle-même. Puisqu'en fait, cette loi, c'est une loi exceptionnelle, donc je dois, dans le doute, j'assume qu'elle est le plus exceptionnelle possible. Et donc, je ne vais pas l'étendre au cas où la fille, elle a décidé de faire les Kiddushin elle-même. Ça, c'est dans ce qui concerne les Kiddushin. Maintenant, en ce qui concerne les Nisouin, la loi, elle est contraire. C'est dans le cas des Nisouin, ce qui se passe, c'est que généralement, comme Rachid a voulu dire sûrement dans la page 19a, d'après la Torah, on voit que le père, il a perdu tous ses droits sur sa fille après la choupa. Ouais. Et donc, maintenant, dire que le père, maintenant, il aurait le droit de vendre sa fille en tant qu'esclave après les Nisouin, c'est ça le chidouche. Tu vois, c'est ça ce qui serait exceptionnel. Et donc, assumer ça, dans le doute, je n'ai pas de preuve pour l'assumer. Donc, c'est pour ça que si Yehoud, ça fait les Nisouin, je dois assumer que le père, il n'aurait pas le droit de la revendre après. Et donc, c'est pour ça que donc, la preuve, elle reste que si jamais il y a une veuve qui peut être vendue à un Kohen Gadol, ça veut dire qu'en fait, c'est que uniquement parce que Yehoud, ça fait que les fiançailles, que les Yehoussi n'est pas les Nisouin. Voilà. C'est ça ce que ça mais je vais pas compris, c'est que où il y a un cas qui existe où une femme, où une femme peut se marier elle-même alors qu'elle est encore dans le domaine de son père. Un cas qui n'existe même pas. Non, le seul cas, c'est Yehoud, tu vois. Puisque Yehoud, c'est un cas, tu vois, ça veut dire où la Torah tu vois, c'est toujours le cas. Le cas Yehoud, c'est un cas exceptionnel où la fille, elle peut se marier elle-même, tu vois. Et donc, si tu dis que c'est que les Yehoussin, ça fait que les Yehoussin. Si tu dis que ça fait la Choupa, ça fait aussi les Nisouin. Dans tous les cas, c'est sûr que. Dans tous les cas, ouais, si on dit que c'est Yedida, enfin, c'est vrai. Voilà, mais c'est qui le fait. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas d'une mineure qui aurait décidé de se marier d'elle-même. Parce que, comme je vous dis, ça fait de soit défini à la fin, tu vois. C'est-à-dire que donc, quand une mineure, elle décide de se marier d'elle-même après avoir été mariée par son père, donc c'est normal, si tu veux, qu'on assume que ça, elle n'est pas mariée du tout, parce qu'en fait, tu ne veux pas dire, voilà, maintenant qu'elle est Nisouin, donc je devrais assumer que le père, il a perdu tous ses droits. Non, parce que qui te dit que ça, c'est des Nisouin déjà, tu vois, ça, a priori, c'est même pas des Nisouin, c'est rien du tout, c'est une blague. Par contre, tu vois, comme dans Yehoud, la Torah, elle a donné à la fille le droit de faire Yehoud. Et toi, tu penses que Yehoud, ça fait les Nisouin, donc on sait qu'on est déjà dans la catégorie des Nisouin. On sait. Toi, tu veux dire, oui, mais peut-être le père, il aurait toujours le droit de la revendre en tant qu'esclave après. Ça, c'est un chidouche, tu vois. Ça, il faut que tu aies une preuve pour le dire. Si tu n'as pas de preuve, tu dois assumer le contraire, qu'il n'aurait pas le droit de la vendre en tant qu'esclave. Ok. Tu vois, il y a encore une suite après dans la Gemara, mais je pense que voilà, pour l'instant, si on arrête, si ça t'éclaire, c'est déjà vachement bien. Bon, Hachem, c'est bon, c'est clair, Sacha, ça va, tu survis. Moi, j'ai hâte de faire le Khazara, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est sur plus clair, c'est vrai. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, quand c'est compliqué comme ça me plaît, moi. Voilà, ça, c'est déjà des Gemara de Yeshiva, tu vois, c'est déjà des Gemara, tu vois. Ah, c'est top. Ouais, ok, bon, voilà. Non, en plus, j'ai envie de faire l'Arza parce que je comprends le début, donc je vais avoir envie de comprendre la suite. Parce que ça m'énerve de ne pas comprendre complètement tout le raisonnement. Donc, moi aussi, c'est dur en fait de prendre la vue holistique d'un coup pendant le cours, c'est dur aussi. Il faut reposer les choses. Ok, bon, d'accord, c'est enregistré, j'espère que voilà, donc je vais starter. Ouais. Vous nous envoyez l'enregistrement? D'accord, ok, je vais faire ça. Donc, c'est pas si vous voulez garder la même heure pour la semaine prochaine.
Alors moi, la semaine prochaine, plutôt, je vais être en congé. Ça va être le bazar dans l'ordre jusqu'à mercredi soir. Si c'est possible de remettre soit jeudi, soit jeudi. Ok, donc je vais réfléchir. Jeudi pour moi, peut-être jeudi au même horaire si c'est possible. Ok, alors si on garde jeudi. Pour moi, le plus tôt je sais, le mieux ça vaut pour moi pour catcher le truc, tu vois. Ok, donc alors je garde jeudi. On garde jeudi. Bien sûr, je vais essayer non, jeudi à la même horaire, ce serait possible. C'est oui, j'ai compris. Jeudi à 8h, 9h, on va dire 9h française. Si c'était possible pour faire, ouais. Ou 8h30, comme tu veux. Tu vois, là, on a été en retard, mais si tu veux, on peut commencer même plus tôt. Hein. Moi, je peux commencer 8h. Hein. Ça, tu nous dis. Ce qui est le plus tôt possible pour toi. Une seconde. Ouais, c'est pas la peine d'être super précis. Tu vois, pour moi, le principal, c'est que je sais. Voilà, c'est les genres. Une fois que je sais que cette soirée-là, elle est pour ce truc-là, donc voilà, je sais, tu vois, c'est réservé. Je m'en fous après une demi-heure plus tôt, une demi-heure plus tard. Pour moi, ça fait pas vraiment. C'est pas une différence. Jeudi, je peux faire, oui. Jeudi, la semaine prochaine, je peux faire. C'est le 17? Non, c'est pas le 17 déjà, si. Si, ça va être le 17. Je crois que c'est le 17. Ouais. 14, ouais, alors, oui, c'est bien, 14h. Alors, on fait d'accord. On fait à 8h, ça veut dire 8h heure française, 8h PM. Ouais, c'est super. Très bien. Génial. Écrivez-le sur le chat. Moi, je vais l'écrire comme ça s'écrit. C'est super. Bravo, Khazaf. Il est prêt, je le vois. Ok, merci beaucoup. Je vais mettre sur le chat. Merci beaucoup. On a dit jeudi. Hein. Ok, travail en tous les cas parce que c'est une il y a beaucoup de travail à la Hazara. On a eu du travail. Vas-y, Comme tout. Merci Rav. Merci beaucoup Rav. Merci Sacha. Bye bye.